Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc. Oui, regardez en bas. Ça y est, ça c'est mauvais. Oh, ça débouche. Ça c'est mauvais. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées par l'érosion sans cassure de la montagne. J'ai l'impression que la lumière traversait à la fois mon bras, mes paupières, mes lunettes. Cette semaine, le nucléaire. Le champignon se développe maintenant. Du Sahara Il s'élargit au sommet. à la Polynésie, La base se tourne légèrement vers l'est. un hexagone qui irradie. Toujours tout mauve, et sauf le sommet blanchâtre comme une neige qui viendrait de tomber. C'est un spectacle tellement incroyable et extraordinaire. Les dispositions sont prises, comme vous le savez. C'était le club, on avait ce qu'on appelle la tenue de campagne, hein, le short, les sandalettes et puis le t-shirt. Vous allez pas me dire que quand une bombe pète là-dessus que c'est pas en dessous. Ou alors Hiroshima et Nagasaki n'ont pas existé. Hein. Non, mais enfin, faut être. Et voici leur hache. Faut être. Non, c'est qu'on peut dire ça, hein. C'est vrai. Hein. Nous n'avons pas d'inquiétude à avoir. Extrait des Irradiés de la République, ouvrage de Bruno Barillot, paru aux éditions Complexes. Plus de 80 000 personnes ont participé de 1960 à 1996 aux quelques 210 expériences nucléaires réalisées par la France, d'abord au Sahara, puis à partir du 2 juillet 1966 à Mururoa et à Fangatofa. L'immense majorité de ces personnes, des hommes en presque totalité, n'étaient pas des volontaires. Pour la plupart, ils ont été envoyés sur les sites d'essai pour effectuer leur service militaire obligatoire. Pas plus que les travailleurs algériens ou polynésiens embauchés pour des tâches subalternes, ils n'étaient informés des risques qu'ils pouvaient encourir. Nous étions, dit l'un d'eux, jeunes, insouciants et heureux tout à la fois de participer à cette grande aventure de la bombe et de plus, nous allions au bout du monde aux frais de l'État. Tel était l'état d'esprit général. Quoi de plus rassurant d'ailleurs quand les consignes écrites données par les armées à ces hommes affirmaient qu'après l'explosion de la bombe, on n'avait rien à craindre des radiations. Ils étaient à Regan, en plein Sahara, là où la France faisait exploser dans l'atmosphère sa première bombe le 13 février 1960. Là encore, 2 années plus tard, pour le premier tir souterrain, une catastrophe que les autorités couvriront du secret défense. Une chape de plomb pour des décennies. Aujourd'hui, les vétérans fouillent dans leur mémoire et font remonter des souvenirs oubliés. Suite de l'enquête d'Anis Clément concernant ces irradiés pour la France, notre épisode est aujourd'hui intitulé « Essais nucléaires et procédures de justice ». Septembre 1949. L'URSS a la bombe. La nouvelle est maintenant officielle et M. André Labarthe, observateur français à Bikini, en tire les premières déductions. Il y a 2 mois, le 29 juillet 1949, un hebdomadaire français annonçait au monde « L'URSS a la bombe ». C'était 3 ans après Bikini, jour pour jour. Le monde a été surpris par la rapidité avec laquelle l'URSS a réalisé la bombe, c'est-à-dire avec laquelle elle a dû construire les immenses laboratoires, les usines gigantesques, les Oak Ridge, les Los Alamos, les Hanford, que j'ai longuement visités. Désormais, le rythme avec lequel la Russie produira des bombes atomiques dépend uniquement de l'ampleur des moyens industriels qu'elle entend y consacrer. Décembre 1952. C'est l'archipel de Montebello, au nord-ouest de l'Australie, qui fut le théâtre de l'explosion de la première bombe atomique anglaise. Un nombreux matériel témoin avait été disposé sur les îlots de corail et des abris de terre et de béton avaient été édifiés afin d'éprouver leur résistance. C'est du bateau amiral le Campagna que le docteur Pennet, chargé de l'expérience, a déclenché l'explosion. Plus que quelques secondes. Feu! Pour la première fois depuis 7 ans, le fameux champignon a changé de nationalité.
et ce sont des marins anglais qui peuvent contempler le nuage infernal de la première bombe atomique britannique. Mars 1960, base atomique française de Regan. Nous sommes ici à 50 mètres sous terre dans le laboratoire des télémanipulations. De l'autre côté de ces hublots se trouvent les produits qui ont été prélevés directement dans le nuage radioactif. L'un de ces hommes, qui sont protégés par 1 mètre de verre au plomb contre les radiations, s'appelle M. Bernada. Il est chef du groupe de protection de Regan. Monsieur Bernada, s'il vous plaît. Monsieur Bernada, vous êtes l'un des hommes qui se trouvent dans le secret des dieux. Peut-être. Bon, c'est-à-dire que vous connaissez la réponse à un certain nombre de questions que moi j'aimerais vous poser. Alors si vous me permettez, je vais vous les poser. Si je peux. Je répondrai. Est-ce que vous avez vu la bombe? Effectivement, j'ai vu la bombe. Est-ce qu'elle est grosse, petite, moyenne? C'est relatif, c'est pas une question. Bon, alors je vais aller plus loin. On dit que cette bombe est un véritable laboratoire, qu'elle est intransportable par avion. C'est faux. En principe, cette bombe, cet engin est un engin expérimental, mais c'est loin d'être un monstre. Est-ce qu'on peut voir l'endroit où elle a été stockée? Non. On dit qu'il y avait 2 bombes, qu'il y en a une qui a explosé, donc qu'il en reste une autre. Je ne sais pas. Moi, en ce qui me concerne, je ne sais rien sur ce point. Y a-t-il encore du plutonium à Regan? Non, il n'y a plus de plutonium à Regan depuis l'explosion de la bombe. On m'a dit que vous avez été 15 minutes après l'explosion à 900 mètres du point zéro, c'est exact? C'est exact. Avec 5 camarades, nous sommes partis à 900 mètres du point zéro dans le quart d'heure qui a suivi l'explosion, justement pour aller chercher des résultats. D'autres camarades sont partis en d'autres points du champ de tir pour rechercher aussi des résultats. Je crois qu'il y a des avions qui ont pénétré dans le nuage radioactif aussi pour faire des prélèvements. De même, on a cherché à avoir des résultats dans les poussières du nuage, voir quels étaient les produits de fission qui les composaient. Et des avions sont rentrés dans les nuages et nous ont rapporté des filtres. Ces filtres ont été traités dans la cellule qui est derrière moi. On m'a dit également que ces travaux permettraient de connaître la puissance exacte de la bombe. En principe, je pense que ces travaux, ainsi que les autres travaux d'autres services, permettront de connaître la puissance exacte de la bombe. Quand? D'ailleurs, en ce qui concerne le public, je doute qu'ils la connaissent jamais. Quelques semaines après la fin de la guerre d'Algérie, les Français inaugurent, comme un grand spectacle, une nouvelle technique de tir en souterrain dans le flanc d'une montagne dans le sud saharien. Nous sommes au petit matin du 1er mai 1962, la chaleur arrive tôt dans cette région désertique. Pour rehausser l'événement, les militaires ont convié 2 ministres du général de Gaulle, messieurs Pierre Messmer et Gaston Paderewski, entourés de près de 2000 hommes. Ils vont assister là à un formidable spectacle, celui d'une montagne ébranlée par le choc brutal de l'explosion. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. La montagne s'ouvre sous les yeux incrédules des assistants, un énorme nuage noir s'échappe du flanc de la montagne et se met à obscurcir le ciel au-dessus de la foule des spectateurs. Panique générale, les chefs s'enfuient les premiers tandis que les soldats sont oubliés pendant des heures dans la tourmente radioactive. Quant aux PLBT, les populations laborieuses du Bas Tawat, autrement dit les auxiliaires Touaregs, employés à des tâches subalternes par les Français, ils sont purement et simplement oubliés. René Ray, vous étiez là, au Sahara, en 1962. Oui, tout à fait. J'étais en tant que chef de détachement responsable de l'approvisionnement en eau pour tout ce qui était refroidissement des moteurs des galeries souterraines et également du transport de matériel divers pour le compte du CEA. J'ai eu, moi, la possibilité d'avoir très souvent un dosimètre, puisque j'allais très souvent en zone contaminée. Et on nous dit, tous mes relevés de dosimétrie qui me sont revenus du mois de janvier 2003, c'est revenu par Clamart, donc par l'hôpital Percy, les dosimétries reviennent avec 0. Est-ce que ces dosimètres étaient des engins fiables ? Écoutez, pour nous, on pensait que c'était fiable, mais maintenant, on en doute. Et d'ailleurs, j'ai ramené un dosimètre. Voilà, là, c'est mon dosimètre que j'ai eu en 1962, puisque j'en touchais un tous les débuts de mois, que je devais rendre en fin de mois. Donc, c'est mon dosimètre que j'ai porté
il y a un numéro, il y a mon nom, mon prénom, Ray René, numéro 82, qui était certainement le numéro du registre d'enregistrement du dosimètre qui m'a été remis le 1er octobre. On devait être 82 peut-être en avoir, ou peut-être un peu plus. Et ce dosimètre, comme par hasard, moi je suis revenu le 24 octobre, après avoir passé une simple visite de libération, mais les services de santé m'ont même pas réclamé. Je pense qu'un dosimètre, c'est aussi important en ce qui me concerne qu'une arme. Une arme, quand on est militaire, on doit rendre son arme. Si on n'a pas son arme, on vous demande qu'est-ce que vous en avez fait. La personne s'est inquiétée de savoir. Le dosimètre, personne ne sait. Et je l'ai ramené. Dites-moi, il n'a pas été analysé alors. Celui-là, pas du tout. J'aimerais bien d'ailleurs, mais je pense qu'avec le temps, je pense que. Mais ça me rassure. Là, mais non, ça me rassure. Mais non, Madame Clément, ça me rassure parce que regardez, la dosimétrie, c'est zéro partout. Ce que j'ai porté depuis le 2 mai, le lendemain de l'explosion atomique, et ce que j'ai porté jusqu'au 3 octobre, c'était celui que j'ai porté au mois de septembre. Tous ces dosimètres viennent avec zéro, donc il n'y a pas de raison que celui que j'ai porté pendant tout le mois d'octobre, il n'y a aucune raison qu'il soit contaminé. Ça coule de source. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je ne sais pas, puisque ça c'est un film qui devrait en principe, oui c'est un film, donc, normalement, et c'était donc je ne sais plus quel laboratoire qui fait ça, mais je ne sais pas d'ailleurs qui l'a développé, où est-ce qu'ils étaient développés, je ne sais pas, j'ai aucune idée, non, je ne sais pas. Mais vous étiez privilégié parce que vous aviez quand même un dosimètre, certains n'avaient même pas de dosimètre. Alors effectivement, on peut penser qu'on était privilégié puisque certains n'en avaient pas, soit faute de leur hiérarchie, parce qu'on peut mettre en cause la hiérarchie, qu'elle soit hiérarchie directe, appelée ou de carrière, parce que là, je pense que même un petit sous-officier d'appelé, moi j'étais sous-officier appelé, personnellement j'avais des instructions, je savais que les gens qui devaient aller dans cette zone contaminée devaient porter un dosimètre. École militaire, service de la communication des armées. Alors, monsieur le médecin en chef Frédéric Poirier, monsieur le porte-parole du ministère de la Défense, à propos du dosimètre. J'ai vu un dosimètre d'ailleurs. Un vétéran du Sahara m'a montré son dosimètre. Qui prouve bien qu'il en existait. Oui, mais monsieur Bureau, il n'aurait pas dû être en sa possession, ce dosimètre. Et non, il aurait dû être en la possession des spécialistes pour contrôler la dosimétrie. Alors, je vais vous répondre. D'abord, sachez qu'on a distribué à peu près 250 000 dosimètres. Vous imaginez que la distribution, la gestion de l'ensemble de cette masse importante de dosimétrie a demandé un travail considérable de nombreux personnels. Sachez aussi que les personnels ont donné ces dosimètres à titre de précaution, pour la plupart d'entre eux, et à titre de suivi spécifique, encore une fois, pour les personnels qui étaient affectés aux travaux sous rayonnement ionisant. Ce dont nous avons la certitude, c'est que tous les personnels qui étaient affectés à des travaux sous rayonnement ionisant, non seulement n'oubliez jamais de porter leur dosimètre, mais n'oubliez surtout pas de le rendre. Voilà. Et quand on rend un dosimètre, on a un résultat. Quand on ne le rend pas, on ne peut pas avoir de résultat. Alors, toutes les personnes qui travaillaient dans des domaines très divers, hors travaux sous rayonnement ionisant, je parle du cuisinier, je parle du conducteur de véhicule, et de tout un tas de catégories de personnel qui n'étaient pas affectés à ces travaux sous rayonnement ionisant, eh bien, ils avaient un dosimètre à titre systématique, en particulier au début des essais. On le faisait à titre de précaution, et oubliait souvent de le rendre. Alors, autre reproche, la protection, j'allais dire, physique, externe, c'est-à-dire les masques, les combinaisons, les bottes, les gants. Beaucoup de vétérans disent qu'ils n'avaient pas ces protections. Alors, ils font cette remarque, à savoir que les gradés, les officiers, le personnel du CEA avaient des protections, alors que le simple appelé, lui, et le légionnaire n'avaient souvent pas de protection. Alors, d'abord, on doit faire le distinguo entre les militaires et le CEA. Je crois que là, c'est quand même assez simple. D'abord parce que, vous le savez, le personnel du commissariat à l'énergie atomique sont des gens qui sont, je dirais, des spécialistes de l'atome. Commissariat à l'énergie atomique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et qu'effectivement, la plupart des personnels affectés à des travaux de décontamination, par exemple, ou de surveillance de zones contrôlées, étaient quand même des gens dont c'était le métier. Et pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais pour la plupart d'entre eux, il s'agissait quand même de personnel du commissariat à l'énergie atomique. Alors, après l'étude de protection, ça dépendait des risques.
si vous êtes soumis à un risque potentiel de contamination au radioélément alpha, émetteur alpha, eh bien, effectivement, vous devez endosser combinaison, masque, dosimètre, stylo-dosimètre, enfin, tous les appareils permettant de surveiller en permanence, c'est de la dosimétrie opérationnelle, les niveaux d'activité et de radioactivité. Et puis ces gens, encore une fois, qui sont affectés à des travaux sur rayonnement ionisant, bénéficier d'une surveillance complémentaire et spécifique à ces travaux très spécifiques, un petit peu comme les gens qui font de la soudure, eh bien ils ont ce qu'on appelle des surveillances spéciales, on les surveille pour les risques auxquels ils sont potentiellement soumis. Pour les autres, il n'y avait pas de raison d'être en combinaison particulière. Les militaires, un certain nombre de militaires ont participé à des opérations en milieu contaminé et ils étaient équipés, ça c'est clair. Mais ceux qui n'ont pas été affectés à des travaux sous rayonnement, y compris au risque alpha, n'avaient pas de raison particulière d'être protégés. Est-ce que vous pensiez déjà qu'il y aurait des conséquences, Jean-Claude Lasserre, là, après avoir vécu ça, là? Non, vous aviez 20 ans, vous l'avez dit d'accord. Non, pas. Mais madame, on avait 20 ans. Oui, bon, je savais que la radioactivité, ça existait. On nous avait appris 2-3 trucs pendant les classes. Quand on est arrivé au Sahara, on nous a pas dit quels étaient les risques, ni rien du tout. Va, tu fais ça. Vous en doutiez ou pas? Non, pas du tout. Je vais vous dire, on était là, c'est tout. Vous attendiez que ça passe, que ça se termine? On faisait notre temps, et puis c'est tout. Et ben, comme beaucoup. Et ceux qui étaient sur la base, moi... Vous avez jamais vu de copains mourir ou partir en hélico, direction Percy? Non, mais on était en première ligne, alors on aurait dû partir les premiers. Non, j'ai entendu parler quand je suis arrivé qu'il y avait des types qui étaient au Val-de-Grâce, d'avant. Parce que je vais vous dire, les radiations, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, c'est invisible, ça vous traverse, ça vous infecte, personne... Ça met des années avant de se développer. Mais on n'en sait rien, Mais c'est là où ils sont forts d'ailleurs, ces gens-là, prouvez-le, ce que vous dites. Mais ça, il faut leur dire aussi. Et ils sont forts là-dessus. Et c'est là qu'ils nous attendent tous, nous les vétérans. Tous, que ce soit Mururoa ou ceux du Sahara. Prouvez-le. Comment voulez-vous qu'on le prouve? On ne peut pas. Eux-mêmes ne savent pas les conséquences, mais nous, on était devant. Pourquoi ils n'ont pas foutu les armées de métier? Et les gradés, nos gradés, pourquoi ils étaient derrière? Jamais à côté de nous. Mais je ne sais pas, moi, je raisonne un petit peu simpliste. Moi, j'ai été chef d'entreprise, j'ai été directeur de grosse société. Bon, je montre l'exemple, et je suis devant, et je tire les gens. Eux, ils sont derrière, en avant, haut les cœurs. Là, ils nous prennent pour des cons, tous nos politicards. Et je le dis, parce que là, ils s'amusent avec nous. Ah, c'est pas notre faute, c'était les autres. Comme d'habitude. Oui. Non, je suis pas content du tout. Alors, on est des abrutis, d'accord. On était des jojos, on était des guignols, et on n'était pas comptés. L'armée a droit à 2% de perte. Voilà, c'est bien. Alors maintenant qu'ils viennent nous dire le contraire. On ne se rendait pas compte, on avait 20 ans, on était des jeunes cons. Dinamgel, on nous a rapatriés par un Super Constellation, qui était donc un avion, je crois que c'était le GLAM à l'époque qui s'occupait de ça. C'est un Super Constellation qui nous a rapatriés à Paris. On a donc même fait une escale à Alger, où j'avais acheté un journal à l'époque sur place, où on parlait déjà de cette explosion. J'ai déjà encore les articles là. Et ensuite, on a été escortés par les motards, par ambulance, jusqu'à l'hôpital Percy. Nous étions gardés au pavillon où on était gardés par les gendarmes pour empêcher les journalistes, bien sûr, de rentrer, de s'informer, ce qui ne les empêchait pas de passer par les fenêtres. C'était leur boulot. Et puis,
Voilà, quoi. Sinon, là-bas, à Percy, on avait énormément de prises de sang. On avait plusieurs prises de sang par jour. On a été très suivis pendant 3 mois. Pour le sang, les analyses des selles, les crachats, les exécras, comme ils appellent, parce que c'est des termes qui sont utilisés au point de vue technique, médical. Et puis tout ça. Donc après, je suppose, on a servi un peu de cobaye, quoi. Ça ne m'a pas gêné, hein. Faut dire la vérité, hein. Je le ressens comme ça. Vous avez eu des enfants, Michel de Soubray ? Oui, nos 2 premiers enfants sont donc décédés. Et on ne sait pas pourquoi, puisqu'on n'a pas été suivis, toujours pareil. Je pense qu'il y avait peut-être des problèmes de compatibilité sanguine. Mais bon, après, par la suite, j'ai eu 2 filles. J'ai 2 filles qui ont des petits problèmes aussi, elles. Mais comme d'autres peuvent en avoir. Mais alors, c'est dû à ça ou pas, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de suivi, c'est toujours vous dites, c'est toujours le doute. Ah bien sûr, ça sera toujours. Moi, je ne demande pas grand-chose, je demande que les gens, les spécialistes de ça, les vrais, hein, que ces gens-là nous disent, voilà, il y a tel risque ou pas, ou ne serait-ce que pour nous laisser, qu'on puisse vivre plus tranquillement. Vous comprenez ? Et vos filles qui ont des petits problèmes, qu'est-ce qu'elles en pensent, elles ? Comment est-ce qu'elles sont en colère ? Est-ce qu'elles sont... Mais vous savez, je préfère pas en parler avec elles. Ah oui. Je préfère pas en parler. Je préfère pas. Elles le savent, elles sont au courant. Mais je préfère pas en parler. C'est... Bon... Peut-être qu'elles pensent que vous n'avez pas dit toute la vérité aussi, je ne sais pas. Je sais pas, c'est des choses qu'on ne parle pas. Non. J'aime mieux... Non. Vous avez des lettres que vous avez envoyées à votre famille, que vous avez gardées, des lettres de l'époque ? Non, ça c'est votre mère les a ? Le courrier était censuré. Notre courrier était censuré. Ma mère, ça l'a rendu malade d'ailleurs. Elle n'a jamais oublié. À ma mère, ça l'a retourné, ça. D'apprendre une chose comme celle-là. Ça l'avait retourné, ça. Oui, c'est une bonne question, ça. Parce que tout ça, ça fait partie du contexte qu'on a vécu. Hein. Voilà. Histoire vivante, nous nous retrouvons juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic, RSR. Sur la route principale Yverdon-Lausanne, un accident perturbe la circulation entre Voiron et Villars-le-Terroir. En collaboration avec la télévision suisse romande, Histoire vivante sur la première. Essais nucléaires et procédures de justice. Chapitre 2. Face à la bureaucratie. Version officielle de la présentation de l'accident de Beryl du 1er mai 1962. Pour assurer le confinement de la radioactivité, le colimaçon avait été calculé pour que l'onde de choc le ferme avant l'arrivée des laves. Lors de la réalisation de cet essai, l'obturation de la galerie a été trop tardive. Une fraction de la radioactivité est sortie par la galerie sous forme de lave, sous forme de scorie, formant un nuage qui a culminé jusqu'à environ 2600 mètres d'altitude, à l'origine d'une radioactivité détectable jusqu'à quelques centaines de kilomètres. Le nuage radioactif formé était dirigé plein est. Dans cette direction, la contamination atmosphérique est significative jusqu'à environ 150 km, distance sur laquelle il n'y a en principe pas de population saharienne sédentaire. La trajectoire du nuage est passée au-dessus du poste de commandement, où étaient regroupées les personnalités, les 2 ministres, et le personnel opérationnel. Malgré le port du masque respiratoire, une évacuation rapide entre 2 et 8 minutes, une quinzaine de personnes ont reçu un équivalent de dose de quelques centaines de millisievert. L'irradiation a été essentiellement d'origine externe, les masques ayant été correctement utilisés. Près de 2000 personnes participaient à la réalisation de cet essai. 9 personnes, situées dans un poste isolé,
ont traversé la zone contaminée après avoir, au moins temporairement, ôté leur masque. Dès leur retour en basse vie, elles ont fait l'objet d'une surveillance clinique, hématologique et radiologique. Ces 9 personnes ont été ensuite transportées à l'hôpital Percy à Clamart pour surveillance et examen radiobiologique complémentaire. Service de protection radiologique des armées. À Monsieur le Docteur Pierre Laran, laboratoire de biologie clinique. Monsieur, je suis navré de l'affection qui vous frappe. Il ne peut vous être d'aucun réconfort de savoir que cette forme de néoplasie n'est généralement pas considérée comme pouvant être radio-induite. Lorsque vous nous demandez pourquoi les militaires qui ont été irradiés n'ont eu droit à aucun suivi médical, je vous demande de comprendre, moi, ma peine qu'un médecin puisse supposer que des confrères militaires aient pu faillir à leur vocation. Aussi, je vous demande de croire que les militaires, et particulièrement ceux du contingent, impliqués dans un accident, et notamment dans celui auquel vous faites allusion, ont été suivis et que leurs droits ont été préservés. Parmi les personnels ayant participé aux expérimentations, peu ont subi des expositions dépassant les limites admises. Tous, exposés ou non, peuvent mourir de cancer puisque cette maladie est responsable de 25% des décès en France. Personne, et notamment aucun médecin, ne peut prétendre que tous ceux qui ont été à Reagan et qui meurent d'un cancer ont été irradiés. Mon mari était effondré quand il a lu cette chose-là. Il a d'ailleurs répondu une lettre qui a été envoyée à plusieurs personnes. Vos affirmations péremptoires et vos arguments administratifs cachent mal votre mauvaise conscience. Il était inutile d'y ajouter une défense corporatiste des médecins militaires que personne n'a attaqué, en particulier pas moi. J'étais à Necker le 1er mai 1962 en compagnie, entre autres, de Pierre Mesmer, du général Puget et de Gaston Paleski, mort d'une leucémie en 1986. Je n'ai pas eu le plaisir de vous y voir pour avoir le droit d'avancer des jugements aussi définitifs. J'ai vu par contre le nuage radioactif survoler la base entre 500 et 1000 mètres. Comment pouvez-vous affirmer du fond de votre bureau que je n'ai reçu aucun rayonnement ionisant? Si le même nuage se promenait aujourd'hui au-dessus de Clamart, vous auriez comme moi un peu moins de certitude. La population et les écologistes vous inviteraient avec juste raison à descendre de votre petit nuage car Tchernobyl est passé par là. Monsieur, je vous rappelle que ma lettre était une lettre d'information et non de revendication. Je n'ai rien demandé. Et entre 2 chimiothérapies, j'arrive encore à faire mon travail. Je souhaitais seulement que mon dossier soit pris en compte parce que j'avais la naïveté de penser que les services médicaux de l'armée avaient fait une étude épidémiologique sur les conséquences de ce qu'il faut bien appeler un accident nucléaire, que vous le vouliez ou non. Mais, suite à votre lettre, j'ai la tristesse de constater que depuis 1962, le service de santé des armées n'avait rien appris et avait tout oublié. Et il veut recommencer les expériences nucléaires, ce que je vous disais. Cette lettre a été transmise pour information à Monsieur le ministre des Armées, au docteur Jacques Monnier, au médecin-chef Tréguier et à Madame de Pange du quotidien du médecin. Personne n'a répondu à mon mari. Voilà. Mon mari a disparu depuis. Je suis très très triste de rester toute seule, bien sûr, puisqu'on est amputé quand on perd son compagnon. Mais ce que je voudrais, c'est me battre pour sa mémoire. C'est tout. Je ne demande rien pour moi, vraiment rien. Vous avez des enfants, Madame Laran? J'ai 2 enfants. Un garçon qui est médecin et qui a pris la suite de son père,
et une fille qui travaille comme gouvernante dans la clinique du Pont de Chaume, qui n'a pas une très grosse santé. Elle a bientôt 40 ans et je pense que c'est à elle à le dire. Mais vous, intimement, vous pensez que c'est peut-être lié ? Je ne sais pas. Et votre mari l'a pensé ? Je ne sais pas. Nous n'en avons jamais parlé avec mon mari. Mon mari était très triste de la santé de sa fille, mais il était tellement affaibli par sa propre maladie quand on a découvert la santé de sa fille que c'était très difficile d'en parler. La présentation officielle des faits et les précisions chiffrées sur l'accident du 1er mai 1962 sont extraites d'un rapport, le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, rapport publié le 5 février 2002. Les deux rapporteurs, Christian Bataille et Henri Révol, ont reçu et entendu les représentants de l'Association des vétérans des essais nucléaires, l'AVEN. Pour les deux parlementaires, la version officielle des armées et du commissariat à l'énergie atomique est la bonne, même si, disent-ils en finale, des hommes se plaignent d'hypothétiques effets sur leur santé. Essais nucléaires et procédures de justice. Chapitre 3. Un savoir caché et des médailles pesantes. Lettre d'un médecin embarrassé, extrait des Irradiés de la République, ouvrage signé Bruno Bareillo. Le fait que j'ai vécu l'accident et assuré une partie de la décontamination des civils et des militaires ne me permet pas d'assurer qu'il n'y a pas eu de suite pathologique. Tout ce que je puis dire, c'est qu'une bonne trentaine de personnes présentes avec moi au moment de la fuite de gaz n'ont pour l'instant rien présenté comme trouble, alors que nous sommes restés un bon moment dans la zone contaminée. Je ne peux pas dire que l'organisation au point Nord était bien faite, puisque les centres de décontamination ont été eux-mêmes contaminés, et que mon modeste centre, au sud, réservé à la seule décontamination éventuelle des blessés contaminés, a été très vite débordé. Tout le monde n'a pas reçu la décontamination réglementaire, et j'ai su que certains sont allés se décontaminer eux-mêmes dans la douche de leur chambre, contaminant ainsi tout le réseau de l'eau. J'ai empilé dans mon infirmerie près de 500 objets contaminés, costumes, casquettes, sous-vêtements, appareils photo, portefeuilles et leur contenu, chaussures, serviettes en cuir et documents, gardés de nuit par des soldats en armes. Cette montagne d'objets, dont des dessous féminins et des armes, a disparu un beau matin, emportée au loin, Dieu sait où, au fin fond du désert. Lettre signée Dr Jean-François P. Voilà ce qu'on savait à peu près en 1960. Premièrement, les effets immédiats de ce qu'on appelle la maladie des rayons, c'est-à-dire le fait que soit par irradiation par des rayons, X ou gamma, soit par les substances radioactives,
on savait qu'il pouvait se développer une maladie dont la gravité dépendait de la dose d'irradiation reçue. Antoine Béard, médecin atomiste. On savait aussi, car les premiers résultats datent de 1954, on savait aussi qu'il commençait à y avoir des lésions tardives. À l'époque, ce qu'on connaissait surtout, c'était des leucémies qui étaient apparues entre 5 et 10 ans après Hiroshima et Nagasaki. Mais on commençait déjà, et ça les publications étaient plus proches de 60-61, à noter qu'il y avait une augmentation inquiétante de cancers classiques, solides, dans cette population qui est répertoriée dans une étude américaine et japonaise pour une grande partie des survivants d'Hiroshima et Nagasaki. Donc tout ça, on le savait à l'époque. Donc on savait que la contamination radioactive et l'irradiation pouvaient entraîner soit immédiatement cette maladie aiguë, soit tardivement un certain nombre de phénomènes. Ce qu'on ne savait pas, c'est ce que nous appelons en radiobiologie le chaînon manquant. C'est-à-dire qu'est-ce qui relie d'éventuels signes immédiatement après une irradiation ou une contamination et ses effets tardifs. Autrement dit, il y avait là un trou, et là c'est vrai que ce sont des travaux ultérieurs qui ont démontré que ce chaînon manquant, qui relie les deux phénomènes, s'appelle l'instabilité génomique. C'est peut-être un nom barbare, mais ça veut dire tout simplement que les lésions qui ont été imprimées dans le noyau des cellules, dans les chromosomes, avec le temps, une partie disparaissent, c'est vrai, mais une partie augmente en fréquence et en nombre en fonction de la division des cellules. Et à un moment donné, un deuxième phénomène va apparaître qui peut être un stress dans la vie, qui peut être un choc chimique ou une deuxième irradiation. Et à ce moment-là, le cancer ou la leucémie apparaît. Donc c'est ça qu'on ne savait pas en 60. Mais ça, vous voyez que c'est déjà du raffinement scientifique et ça n'enlève rien aux responsabilités que l'on a prises à cette époque. Oh, mais le retour, il y a un an, mais le retour... C'est la joie. Je vais pas vous dire si c'était la joie. Quand j'ai eu la quille, je suis parti, puis ça m'a retourné. Hein. C'est tout. Bon, Vous n'avez pas passé une visite médicale? Rien du tout. J'en ai jamais. Donc, alors, est-ce que vous avez eu des problèmes de santé par la suite, alors? Non, pas vraiment, jamais. Il y a que quelques années là, que je m'en ressors. Quelques années, j'ai des problèmes veineux, vieillissant. Vous allez me dire, c'est le tabac, c'est l'alcool, c'est ci, c'est là. Oui, mais comme tout le monde. Oui, parce que vous fumez quand même. Mais je fume, oui. Alors, de toute façon, pour crever quelque chose, alors je vais les aider. L'État a besoin d'argent. Bon, alors ils n'ont pas besoin de nous payer des rentes, et ils vont dire, vous fumez. Oui, monsieur, c'est bien sûr. C'est sûrement de dossier médical, de la veine, et partout. Et vous avez fait un lien entre votre maladie et le... Jamais, je n'ai fait de lien, parce que j'étais bien, j'avais une vision claire, maintenant je suis à moitié aveugle. Bon, on m'a dit, c'est extrêmement rare, on ne sait pas le soigner. Bon, alors... Qu'est-ce que vous avez exactement? J'ai des stries angioïdes au fond d'œil, avec des saignements au fond d'œil et tout. Avec une dégénérescence maculaire, mais on ne peut pas le traiter. Bon, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que si on me fait le traitement au laser, ça me brûle le fond d'œil, et je deviens aveugle. Et personne ne veut le faire. J'ai eu des enfants, moi, un enfant mal formé d'ailleurs, il faut le savoir, au passage. Qui a vécu? Non, il est mort à la naissance, il était anencéphale, il n'y avait pas de boîte crânienne. Colette Sadoc, donc votre mari reprend son métier dans la vie civile. Oui, il était boucher, ensuite il a été chauffeur. À quel moment y a-t-il eu des problèmes de santé? À quel moment a-t-il fait le lien avec ce qu'il avait vécu au Sahara? Déjà, mon mari a toujours fait le lien avec la perte de nos enfants. Il a toujours pensé que nos deux enfants, que l'on a perdus au départ, il y avait une cause. Mais il est certain qu'aucun médecin ne nous l'a confirmé. Vous avez eu des enfants rapidement après le retour de... Eh bien, mon mari, donc, vous voyez, d'après son livret militaire, était en avril 61, donc à Reagan. Et notre premier enfant est né en septembre, fin septembre de 65.
Et le deuxième qu'on a perdu après est né en octobre 66. Donc les 2 premiers sont décédés. Qu'est-ce qui s'est passé Le premier, on nous a dit que c'était un purpura fulminant. D'autres vont vous dire que c'est les enfants qui meurent subitement dans leur lit. La mort subite du nourrisson. Oui. Et la seconde, enfin la fille qui est née après, elle avait 2 mois et demi quand elle a commencé certains spasmes. Alors on a pensé que ça pouvait être des spasmes gastriques, comme m'avait dit le médecin généraliste à l'époque. Et comme je me posais toujours beaucoup de questions, notre médecin généraliste, même pas, je crois bien que c'est par le pédiatre, parce que je fais suivre les enfants par des pédiatres, il m'a posé un tas de questions. Et il m'a dit, il y a une chose qui peut vous réconforter, je peux vous assurer que vos enfants précédents ne sont pas décédés de maladies congénitales. Jacques Muller, donc aujourd'hui on peut dire que vous êtes, c'est vous qui le dites, hein, presque canne blanche, c'est comme ça qu'on dit? Ah, je suis pas presque canne blanche. Je n'ai aucune vision de l'œil droit, j'ai perception lumineuse avec mon œil gauche. Pour les civils, la Cotorep, je suis canne blanche 100%. Pour les experts des tribunaux, je suis cécité pratique complète, voilà, c'est ça le terme exact. Cécité pratique complète. Et avec ça, j'ai toute ma rancune, toute ma rancœur vis-à-vis de politique qui soit, puisque j'ai commencé avec la gauche, qu'il soit de gauche ou de droite. Personne se penche sur le cas des irradiés. Moi, je me suis entendu dire, vous êtes comme les premiers gazés de la guerre à 14-18. Je vais vous dévoiler un secret. Enfin, un secret. C'est une chose que je vais faire d'ici peu de temps. Je vais renvoyer mes décorations au président de la République. Je n'estime que je n'ai pas apporté ces médailles qu'on m'a octroyées pour mes services rendus, alors qu'on ne veut même pas reconnaître ma maladie. Et je ne vais pas lui renvoyer, non. Je vais faire comme dans l'ancien temps, vous savez. Je vais lui jeter à la figure. Comme dans le temps, on giflait avec son partenaire avec le gant pour le provoquer. Là, c'est pareil. Je vais le gifler avec mes décorations. J'ai honte de les porter. Essais nucléaires et procédures de justice. Chapitre 4. Individus contre hiérarchie. Isolés face à la justice, isolés face aux corps d'armée auxquels ils ont appartenu, les irradiés du nucléaire français vont choisir de s'unir, se regrouper au sein de 2 associations et poursuivre patiemment leur combat. Ils sont beaucoup et demandent souvent fort peu. Au minimum une reconnaissance qu'on leur refuse. Dans une sorte de mépris souverain, repéré de multiples fois dans les affrontements entre individus et administrations. Un monde où les responsabilités s'évanouissent d'un coup devant les responsabilités, devant les problèmes. Un monde où les règles établies sans précaution suffisante préalable se révèlent caduques après coup. Un univers absurde et cruel, plein de certitudes en trompe-l'œil qu'il faut apprendre à déjouer en recourant à des ruses de sioux. Maître Jean-Paul Tessonnière, avocat de l'association Aven. Oui, effectivement, ce dossier sous plusieurs centaines d'exemplaires est en réalité un seul et même dossier. En même temps, il était important qu'il se présente de cette façon multiple, dans la mesure où ce qui apparaît sans doute pour la première fois, et c'est le départ indispensable d'une procédure difficile comme celle-là, c'est le caractère collectif
de la contamination et de l'irradiation subies par les victimes. Et il était important pour l'association et pour nous de faire émerger ce phénomène collectif, de faire que ce qui était invisible jusque-là devienne visible, pour qu'une affaire des essais nucléaires apparaisse. C'est tout ce lent travail de maturation qui est aujourd'hui maintenant quasiment sur le point de se terminer et qui permet de déboucher sur la construction de procédures permettant d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité de l'État. La question de la reconnaissance est tout à fait essentielle. Et bien entendu, ce qui en est le corollaire, c'est-à-dire la juste indemnisation des victimes et des ayants droit. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une reconnaissance, qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y ait un fonds d'indemnisation qui puisse être prévu pour que justement il y ait un suivi médical des vétérans, de leur famille également. C'est facile de dire qu'on a la sécurité sociale contrairement aux États-Unis, mais il faudrait qu'on dise telle personne a été à tel endroit, il a telle maladie, elle est radio-induite, donc il doit être indemnisé ou il doit être suivi gratuitement, contrairement à tout ce que... c'est sûr que la sécurité sociale à bon dos, c'est toute la nation qui paye pour ce qui a été fait il y a 40 ans, et peut-être un peu moins pour ceux qui ont été à Mururoa, mais ce n'est pas la sécurité sociale qui doit le prendre en charge. Ça doit être l'État. La question de la reconnaissance est une question tout à fait essentielle. Je suis moi personnellement attaché à ce que les indemnisations soient fixées à la hauteur des souffrances endurées par les victimes, parce que je pense qu'une catastrophe qui ne coûte cher à personne est une catastrophe en quelque sorte perdue. Je veux dire que dans une certaine mesure, on s'expose en ne la sanctionnant pas, ne serait-ce que sur le plan économique, à ce qu'elle se renouvelle plus tard. Si ça ne coûte pas cher de commettre des fautes, il n'y a pas de raison qu'on ne commette plus. Donc je pense qu'il est tout à fait important à la fois qu'il y ait cette reconnaissance, c'est l'essentiel. Moralement pour les victimes, vous avez raison. Il est important aussi qu'il y ait une juste indemnisation pour que la mesure soit prise du mal qui a été commis. Maître Tessonnière, est-ce qu'on peut dire que cette affaire liée au nucléaire amorce malheureusement d'autres affaires qui par la suite pourraient être liées à la technologie et au progrès de la technologie? Oui, le dossier des essais nucléaires est dans une certaine mesure caractéristique des questions nouvelles qui sont posées à l'institution judiciaire. On pourrait donner d'autres exemples. Le dossier d'amiante, l'affaire du sang contaminé. Dans ces dernières années sont apparus un certain nombre de problèmes liés à des questions de contamination qui sont d'exposition à des risques technologiques, produisant des effets souvent plusieurs dizaines d'années après que le risque se soit réalisé. À propos du risque technologique, Hans Jonas, dans le principe responsabilité, a une formule. Il indique que le risque technologique a le bras long. Il oppose le bras long du risque technologique au bras court de l'agir humain. Lorsque un homme commet une faute, je dirais dans la conception classique, il porte un coup de couteau, la blessure est contemporaine et concomitante au coup de couteau. Lorsque une faute est commise dans le cadre du risque technologique, une exposition, par exemple, à une irradiation intervient, le dommage n'interviendra que 10, 20, 30 ans plus tard. Il y a déconnexion entre le dommage et la faute, et il y a donc, bien entendu, difficulté à établir le lien causal entre la faute qui a été commise 30 ans plus tôt et la pathologie qui intervient bien plus tard. Et là, finalement, l'un des instruments qui permet de surmonter les difficultés et des obstacles posés par le caractère archaïque du Code des pensions militaires qui ne reconnaît que les présomptions dont les manifestations sont apparues pendant le service, donc absolument inapplicables dans un dossier comme celui-là, eh bien nous utilisons le bon vieux Code civil qui indique que les présomptions qui ne sont point prévues par la loi sont abandonnées aux lumières des magistrats qui ne doivent retenir que les présomptions graves, précises et concordantes. Il y a une souplesse du droit qui est plus grande que la souplesse de la science. La démonstration, la preuve juridique est possible là où parfois la preuve scientifique ne peut aller jusqu'au bout. On voit que les instruments donc permettant la reconnaissance des droits des victimes existent. Sans doute faut-il les perfectionner. C'est la raison pour laquelle, au-delà des procès symboliques que nous menons, il est indispensable que l'État tire les conséquences de la situation dans laquelle il se trouve et que soit mis en place un fonds d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Vous connaissez beaucoup de dossiers, vous, Madame Delac. Parlez-nous de ces dossiers. Je suis référente au point de vue juridique auprès de Maître Tessonnière pour tout le sud de la France. C'est-à-dire j'ai 9 départements, plus la Corse et plus les dom-toms. Dans beaucoup de dossiers, les gens me racontent leur vie, ce qu'ils ont vécu. Il y a beaucoup de vétérans qui ont des maladies et leurs enfants également. Il y a un dossier, il y a un monsieur qui a une maladie de la peau mais dans le dos et son fils à 32 ans a un squelette de 102 ans. Donc il se tient voûté, on ne sait pas pourquoi. Il se tient voûté, il perce l'usage de ses membres et finalement, quand ils ont fait l'analyse du squelette, ils se sont aperçus que c'était un squelette de 102 ans, à 32 ans. Donc c'est pour tous ces gens-là que l'on se bat. Il y en a un autre qui a un cancer, ses 3 fils ont le même cancer. Ce n'est pas génétique un cancer. On sait que tout le monde a normalement le cancer latent, mais ce n'est pas obligé que ce soit au même endroit. Ce n'est pas héréditaire. En juin 2005, André Mézières et Yves Cariou, 2 vétérans des essais nucléaires français, ont obtenu gain de cause devant les tribunaux des pensions militaires. Les juges ont fini par reconnaître que leur maladie cancéreuse était bien imputable aux missions qu'ils avaient fournies dans le cadre de l'armée française. Un espoir pour les autres vétérans, toujours en attente de justice. Notre épisode était intitulé « Essais nucléaires et procédures de justice », une enquête d'Anis Clément, une réalisation de Christine Berlamont et Jérôme Nussbaum. Demain, autre témoin, autre vétéran, rendez-vous avec ceux de Polynésie. Histoire vivante proposée par Jean Leclerc avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rochat et Valérie Danton. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet histoirevivante.rsr.ch ou commander des CD de l'émission en appelant le 026